Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette session où nous allons parler de la transformation des relations internationales, relations commerciales internationales sous l'égide de Donald Trump, bien sûr, qui tend justement à en faire une véritable arme diplomatique aujourd'hui. Alors, au-delà de la puissance d'un seul homme, eh bien, que dire justement des échanges de demain? Est-ce que le protectionnisme sera la nouvelle norme? Est-ce qu'il l'est déjà? Est-ce que le libre-échange, justement, est un vestige du passé? Et surtout, est-ce que cette nouvelle politique, finalement, elle a renforcé ou pas les États-Unis? C'est ce qu'on va voir. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de vous présenter Christian Saint-Étienne, économiste, membre du Cercle des économistes. À côté de lui se trouve Valerio De Moli, directeur général à The European House Ambrosetti, qui est un expert reconnu du commerce international. Ensuite, nous avons Miguel Otero, chercheur senior, Royal Institute Elcano, professeur également directeur de recherche. À côté de lui se trouve Juan Carlos Becer Pineda, ancien ministre du Commerce extérieur mexicain. Vous êtes également enseignant et consultant. À côté, Heidi Krebo-Rediker, vous êtes vous Senior Fellow Council on Foreign Relations, qui est un think tank américain. Et enfin, à côté de moi, Sergio Vance, vous êtes associé chez Baker McKenzie, vous avez une réputation de premier plan justement dans les contentieux complexes, les enquêtes internationales. Vous avez été procureur du district de Manhattan. Alors votre nom c'est Vance, mais vous n'avez pas de relation avec J.D. Vance, ni sur un plan familial, ni sur un plan politique. Et vous avez bien sûr été reconnu dans certaines affaires comme l'affaire Epstein ou l'affaire DSK, où on vous a beaucoup vu justement à l'époque. Alors, Christian Saint-Étienne, on ne va pas perdre de temps, vous allez tout de suite planter le décor en nous rappelant justement les objectifs des nouveaux droits de douane et leur réalisation. On vous écoute. Bien, bonjour à tous. Donc, la question, c'est Trump contrôle-t-il les relations commerciales internationales? Quand Donald Trump a imposé et annoncé ces nouveaux droits de douane, il a lui-même fixé 3 objectifs de sa politique. Il a dit que sa politique commerciale et les droits de douane permettraient de réindustrialiser les États-Unis. Deuxième objectif, il s'agissait de prélever, selon ses premiers dires, 400 à 600 milliards de dollars sur le commerce international pour financer des baisses d'impôts sur les classes supérieures américaines. Au passage, je vais rappeler un certain nombre de décisions de la Cour suprême qui font que les États-Unis n'ont pas reçu 400 à 600 milliards de dollars de droits de douane, mais Donald Trump a néanmoins baissé les impôts sur les classes moyennes supérieures aux États-Unis. Pardon. Le troisième objectif, c'était de faire des États-Unis une puissance impériale dominante. Donc la question, c'est est-ce que, Donald Trump a atteint ses objectifs? Il voulait asseoir la puissance des États-Unis. Au passage, je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque. Les États-Unis sont la première puissance mondiale depuis 50 ans. Il a réussi, Trump, à convaincre le peuple américain qu'il fallait refaire des États-Unis la première puissance du monde. Donc c'est assez extraordinaire comment on peut manipuler les peuples, y compris le peuple le plus puissant du monde. Mais donc il voulait prouver aux Américains qu'il allait refaire des États-Unis la première puissance du monde. Et pour l'instant, sur les 3 objectifs qu'il avait annoncés avec les droits de douane, il n'y a pas de réindustrialisation des États-Unis. Il y a quelques évolutions, mais pas de réindustrialisation au sens du poids de l'industrie manufacturière dans le PIB américain. Comme je l'ai rappelé, suite à des décisions de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé en février 2026 les droits de douane qui avaient été pris sur la base de l'IEEPA, c'est-à-dire International Emergency Economic Powers de 1977. Donc Trump a utilisé d'autres lois américaines pour essayer de reconduire ces droits de douane. Mais pour l'instant, les recettes ne sont pas du tout au niveau de ce qu'il avait annoncé. Et enfin, et c'est certainement ce dont nous allons parler le plus,
Trump ne refait pas des États-Unis la première puissance commerciale du monde, mais il a plutôt donné des incitations extrêmement fortes à tous les autres pays du monde d'accélérer le commerce entre eux autour des États-Unis. Et je pense que et je termine par là, la raison principale de l'erreur de Trump, c'est que si on prend différentes mesures du poids des États-Unis dans le PIB mondial, les États-Unis, c'est autour de 23% du PIB mondial, la Chine autour de 20% du PIB mondial, en prenant à la fois en compte le PIB en valeur de marché et le PIB en parité de pouvoir d'achat, donc 23% pour les Américains, 20% pour la Chine. Malheureusement, l'Europe, qui était à 25% il y a 25 ans, est tombée à 17-18%. Mais si les États-Unis, c'est 23% du PIB mondial, dans le commerce mondial, les États-Unis, c'est seulement 11,5%. Donc, il s'est juste complètement gouré. Et ce qui se passe, c'est que de ce fait, le commerce se fait autour des États-Unis. En fait, il voulait que les États-Unis dominent à nouveau le commerce mondial, mais il a construit une sorte de tour de défense et le commerce se fait autour des États-Unis. Donc, nos amis vont évoquer les conséquences des décisions de Donald Trump sur les relations commerciales internationales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Christian Saint-Etienne. On peut l'applaudir. Alors justement, Valerio Demoli, est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier état des lieux qui a été dressé par Christian Saint-Etienne? Quels sont, selon vous, l'impact de ces nouvelles mesures qui ont été prises par Donald Trump? Alors peut-être d'abord sur les USA, puis après on verra l'impact sur l'Europe. Merci beaucoup Isabelle. Et je vais développer le thème en présentant les dates. Let me switch in English because Je vais passer en anglais parce que c'est plus facile pour moi et pour le reste du panel également. Je suis responsable du think tank italien avec 350 personnes et plus de 500 d'études stratégiques par année. Une des études que nous avons réalisées, importante, c'est un observatoire permettant d'étudier quel serait l'impact de la Trump économie aux États-Unis, l'impact sur les économies, sur les États-Unis et l'Europe. Donc, levez la main, s'il vous plaît, ceux qui croient que l'impact aux États-Unis de la Trump économie est positif. Personne ne pense que l'impact est positif. Je ne suis pas certain si c'est que personne ne comprend l'anglais ou que personne n'est d'accord. Bon, enfin bon. Non, je pense que non. Hein, vous êtes d'accord. Bon, on va passer au fait maintenant. Je ne veux pas perdre mon temps à blaguer, mais j'ai identifié 10 problèmes, 10 impacts qui sont particulièrement négatifs pour les États-Unis. Le premier, le déficit commercial est dû aux tarifs correspond à un déficit de 1,3 trillion de dollars. Ça, on n'a jamais connu cela. Dans le discours initial, Trump disait que je vais augmenter les taxes, les droits de douane, parce que je veux résoudre les déséquilibres commerciaux. Et donc, ça a failli complètement. 265 milliards de dollars, ça c'était la balance, mais la Cour suprême a obligé M. Trump à rembourser la plupart de cet argent. Et tous les exportateurs italiens sont ravis parce que, en fait, les consommateurs aux États-Unis et les importateurs, c'est eux qui paient la facture pour ces taxes. Et donc les fabricants manufacturiers italiens, européens, finalement se remboursent. Et donc c'est bingo. Donc la dépréciation de l'argent, donc le dollar a été dévalué de 2 chiffres, moins de 14% en 2025, dévaluation du dollar. Et les économies sont un minimum, c'est-à-dire que l'épargne américaine, c'est le minimum depuis la crise Lehman, donc 4,5%. La pauvreté, on a atteint 44 millions de personnes en delà du seuil de pauvreté, avec encore 10 millions. C'est le résultat de nos recherches. L'inflation, 4,2%. Et la supposition du début d'hypothèse sur la Trump économie, c'est qu'ils allaient réduire l'inflation. Et donc, encore une fois, c'est un échec.
L'instabilité sociale, les Nations Unies parlent de 20 000 marches de protestation, plus du double de manifestations. Les taux de satisfaction sont au minimum de l'administration Trump. Donc, pour l'avenir, la perte du futur, ça c'est peut-être la pire statistique, c'est-à-dire les étudiants non américains qui veulent rentrer sur le système universitaire américain est au niveau minimum. Donc c'est ce qu'on appelle une perte de futur. Et donc, les chercheurs étrangers aux États-Unis, 2/3 d'entre eux demandent et cherchent d'autres opportunités, principalement en Europe. Et ensuite, pour terminer, les capitaux européens investis aux États-Unis représentent 1/3 de tous les investissements aux États-Unis. Et ils vont se retirer de ce marché. Donc, je peux vous dire rapidement, vous donner 8 impacts positifs pour l'Europe. Alors, pour les États-Unis, inflation en termes de recherche, en termes de pauvreté. Mais en revanche, pour l'Europe, c'est plus positif. C'est ce que vous allez nous dire. Oui, c'est très positif. My point. Mon point, c'est que merci beaucoup, M. Trump. Donc, il a sonné la cloche, il a sonné le réveil de l'Europe. Ça, c'est ce que je veux démontrer. Si vous regardez en général le marché des exports, et les activités manufacturières, donc c'est un niveau le plus élevé, particulièrement en Italie. Ou en Europe, nous avons 637 milliards d'exportations seulement pour l'Italie, mais le réveil, finalement, a permis en quelques semaines de conclure des accords commerciaux avec d'autres domaines. L'exemple du Mercosur, par exemple, avec les 4 pays, après 25 années de négociations, de discussions, en quelques semaines, l'accord a été signé. Et il faut encore qu'il soit ratifié par les parlements des différents États membres. Mais c'est vraiment un succès incroyable. Même chose avec l'Inde, après 9 ans de discussions continues. Même chose avec l'Indonésie, la Chine et l'Australie. Et je pourrais poursuivre. Et ceci va libérer des opportunités, ouvrir des opportunités de commerciales pour les années à venir, les eurobonds et les bons euros. Donc, uniquement l'accord au pic de la période de COVID, nous allons commencer encore à introduire les activités d'obligations européennes, ce qui est un autre point très intéressant, les obligations. Donc, les étudiants non européens qui demandent de rejoindre les universités européennes, on atteint des sommets. En fait, on récupère ceux qui vont pas aux États-Unis, une croissance à 2 chiffres. La transition énergétique, par exemple, les investissements positifs dans les budgets, la fierté européenne, et je pourrais continuer, mais je m'arrêterai ici. Donc, merci beaucoup de vous avoir été bon voix, merci. Négatif pour les États-Unis et davantage positif pour l'Europe, ce qui finalement nous réconforte aujourd'hui. Miguel Otero, est-ce que vous êtes d'accord justement avec cette position et quels sont au-delà pour vous les scénarios du futur qu'on pourrait envisager? Bonjour à tous. Il fait chaud ici. Vous avez l'habitude. Presque pour un Espagnol. Vous avez l'habitude quand même. Ouais. Non, mais je change à l'anglais pour que c'est plus facile pour moi. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi Trump est là. Parce que Trump, c'est un symptôme plutôt qu'un incident, qu'un accident de parcours. Bon, je pense que... Oui. Des raisons structurelles pour lesquelles on a assisté à l'avènement de Trump. Donc avant Trump, par exemple, peut-être qu'il a empiré les choses, mais un des points, problèmes principaux dans le commerce international, c'est que les États-Unis ont essayé de changer la Chine. En fait, il faut comprendre que
la Chine opère avec un système différent, économique différent. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec la macroéconomie, mais dans le trillième mondial, on peut avoir que 2 ou 3 choses en macroéconomie qui sont, on ne peut avoir que 3 flux de capitaux, mais pour avoir cela, il faut avoir un taux de change flottant. Donc, la Chine, en fait, fonctionne aujourd'hui comme on fonctionnait, nous, sous le régime Bretton Woods, c'est-à-dire les contrôles des capitaux, un taux d'intervention. Donc, les États-Unis et l'Europe travaillent sur un régime de macroéconomique et la Chine utilise un autre régime macroéconomique. Et donc les États-Unis, au cours des 30 dernières années, ont essayé de changer les politiques chinoises et ils n'ont pas réussi. La Chine fonctionne encore sur son propre régime de macroéconomie et Trump a essayé de faire passer en Chine tout ce que les États-Unis, d'abord avec la guerre commerciale, après ça la guerre technologique, avec Biden qui a exercé des contrôles sur les importations. Et la Chine connaît toujours une croissance, c'est toujours le défi principal par rapport au pouvoir américain. Et peut-être que Trump était un fédéraliste pour les Européens, peut-être que certains chiffres sont positifs en Europe, mais il est vrai qu'alors que le déficit américain n'a pas baissé, comme Trump le voulait, c'est vrai que pour les Chinois, c'est beaucoup plus difficile d'exporter aux États-Unis et nombre de ces exportations viennent en Europe, finalement, s'aboutissent en Europe, ce que l'on appelle en économie, c'est le choc chinois 2.0 qui affecte l'Europe sévèrement, surtout l'Allemagne, parce que la concurrence, c'est là où les Allemands étaient dominants. Our leaders are discussing these days. Je pense qu'on devrait en parler et nos dirigeants se demandent aujourd'hui comment s'en occuper et se demandent si le protectionnisme c'est la solution ou non. Merckx, après ces discussions avec la Chine, s'est dit qu'il fallait un accord pour ceux qui connaissent la Chine et l'histoire de la Chine, c'est ce que vous pouvez dire de pire aux Chinois. Si vous dites aux Chinois, on a besoin d'avoir un nouvel accord comme en 1985, où on va s'assurer que votre entreprise s'apprécie sous pression, ils ne vont pas le faire. La solution ne peut pas être le protectionnisme. On peut utiliser le protectionnisme pour gagner un peu de temps, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut protéger et surtout, si vous voulez protéger ceux dont vous avez à disposition, vous devez savoir investir dans les technologies des 10 ou 20 prochaines années. Le protectionnisme tout seul, je le dis toujours à mes amis américains, cela ne fonctionnera pas tout seul. Vous allez peut-être gagner un peu de temps, mais ce qu'il faut faire, c'est investir énormément. Pour revenir au rapport Draghi, il faut beaucoup investir en Europe. Il faut avoir une politique industrielle en Europe qui est digne de ce nom pour être compétitif dans les technologies dans les 10 ou 20 prochaines années. Italie, on se rapproche avec vous, Juan Carlos Becker, donc des États-Unis. Comment des pays comme le Mexique, justement, vivent cette réorganisation des relations commerciales internationales? Thank you, Isabel, for that question. Merci pour la question. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, de poser mon point de vue sur ce qui se passe au Mexique. Comme vous le savez peut-être, le Mexique est le plus grand partenaire commercial des États-Unis. Cela veut dire que le Mexique est le pays qui achète le plus et qui vend le plus aux États-Unis. Donc, dans ce sens-là, mon pays, le Mexique, est toujours en première ligne quant à l'impact des décisions politiques prises par les États-Unis. Dans ce sens-là, je serais d'accord pour dire que, en ce qui concerne la politique commerciale, il n'a pas atteint les objectifs qu'ils étaient à atteindre, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de disruption. Le fait que ces politiques ou ces objectifs ou ces décisions pour maîtriser ou ne pas maîtriser certains secteurs
puisse exister, cela déjà a un impact de refroidissement, je dirais, dans la décision des entreprises pour investir et pour produire plus et pour planifier plus pour l'avenir. Et c'est là que je vois que les décisions plus controversées du président Trump ont eu un impact selon lequel les entreprises et l'organisation que nous, en tant qu'individus, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça, c'est un impact. Et au Mexique, malgré le fait que dans le court terme, je pense que Trump a été bénéfique pour le Mexique. Si vous regardez les chiffres, je ne vais pas vous les donner en détail, mais si vous regardez les chiffres, le Mexique a renforcé sa position vis-à-vis du commerce avec les États-Unis. Nous en sommes à 900 milliards de dollars d'échanges, une quantité gigantesque d'échanges. 900 milliards de dollars par an, c'est 2 fois la taille de l'économie de l'Argentine. L'économie de l'Argentine doit être de peu près 550 milliards de dollars. Donc, approximativement, le commerce du Mexique avec les États-Unis est 2 fois la taille de l'économie de l'Argentine. Et donc, malgré le fait qu'à court terme, ces politiques n'ont pas atteint les objectifs prévus par Trump, l'incertitude continue. À la façon dont le Mexique a géré cette incertitude, c'est en train de diversifier nos échanges. C'est pour cela que Van der Leyen et Antonio Costa ce matin, ils sont venus au Mexique il y a un mois pour signer un nouveau accord commercial avec le Mexique. Le Mexique a déjà essayé d'étendre son réseau commercial avec des pays asiatiques, le Japon et l'Australie, mais cela ne va pas suffire pour trouver une solution à court terme. Pour revenir à ce que disaient mes collègues, tout cela doit nous faire réfléchir que s'il ne s'adapte pas, ce serait difficile, mais il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Et dit que how do you see? So I would agree with many of the comments. Je suis d'accord avec beaucoup des commentaires qui ont été donnés, mais je pense qu'il est naïf de penser que le commerce se tient tout seul parce que la façon dont l'administration Trump a vu son effet de levier grâce aux échanges. Trump est un aficionado des tarifs, des droits douaniers. Lorsqu'il a augmenté les droits douaniers, il a mis la sécurité nationale et l'investissement coercitif et les agendas pour l'investissement, pour encourager l'investissement dans les États-Unis. Donc, ce mélange de pouvoir doux et pouvoir dur. Donc, je pense que cela a eu un impact négatif énorme aux États-Unis parce qu'on a déchiré tous les accords qu'on n'avait jamais signés, en fait. Y compris hier, l'administration Trump a négocié le nouvel accord NAFTA avec le Canada et le Mexique. Et il y a deux jours, ils ont dit qu'ils n'allaient pas avancer avec la mise à jour de cet accord NAFTA. Ce qui est étonné aux États-Unis, c'était l'attaque tout de suite contre les alliés et le fait que la sécurité nationale et la défense ont été même sur la table de négociation avec le commerce, puisque vous avez une partie coercitive économique de cette négociation qui concerne le côté militaire également. Et je dois dire que malgré le fait que la Cour suprême a refusé d'accepter l'autorité de l'acte de la loi que Trump a essayé de mettre en place, et il y aura d'autres tentatives de remplacer l'impact de ces tarifs douaniers. Et il ne faut pas oublier que avant que Trump arrive au pouvoir, on avait accélération de la stratégie Chine plus 1, maintenant la stratégie États-Unis plus 1. Cela recouvre l'économie, le commerce et maintenant la défense. Oui, il y a des côtés positifs que voit l'Europe si l'Europe saisit l'opportunité. Moi, je ne vois pas les marchés financiers fragmentés en même temps que
la base militaro-industrielle, c'est quelque chose de positif pour l'Europe à ce jour. J'ai toujours dit qu'il fallait avoir des émissions d'obligations consolidées des autorités européennes, mais cela existe, mais il faut être beaucoup plus audacieux dans ce domaine d'émissions communes des obligations. En ce qu'on peut prévoir à l'avenir, je pense qu'on va être dans un monde où il y a des goulots d'étranglement, pas seulement le commerce et les droits douaniers, c'est Hormuz, c'est la réaction de la Chine, c'est le goulot d'étranglement ultime qui a cassé les négociations commerciales avec la Chine, et ce goulot d'étranglement est beaucoup plus important dans la concurrence entre les États-Unis et la Chine. L'Europe n'a pas de levier, en fait, concernant les goulets d'étranglement. Et le monde pense beaucoup aux goulets d'étranglement. En Europe, ils pensent à l'interrupteur pour arrêter certaines choses. C'est une décision importante pour l'Europe, de dire qu'on va mettre des restrictions sur le commerce, surtout pour définir les espaces commerciaux et sécuritaires. Je pense qu'il faut réfléchir de façon beaucoup plus large sur les goulets d'étranglement et les interrupteurs pour tuer les choses. Il ne faut pas penser que la Chine est un partenaire bénévole, sinon vous êtes très naïf. Cyrus Vance, vous n'êtes pas... Vous avez des connaissances importantes pour la politique commerciale en tant que personne qui a de l'expérience justement en matière de contentieux. Alors, de votre point de vue d'avocat, est-ce qu'il y a justement des prédictions que vous pouvez faire sur les politiques commerciales de Trump? Bonjour à tous, merci. Je suis très heureux d'être ici. Parlez bien près du micro, merci. Yeah? Yes. Bon, merci. I am not a trade expert as... Je ne suis pas un expert en commerce comme vous avez dit, mais j'ai de l'expérience à vous apporter aujourd'hui pour donner mon point de vue. J'ai connu Donald Trump pendant très longtemps à New York, où nous avons travaillé tous les deux, et j'étais la personne qui a fait un procès contre Trump pour la fraude fiscale, mais seulement une fois que nous étions allés à la Cour suprême 2 fois en 2 ans. Donc j'ai un point de vue sur la vision de Trump en ce qui concerne l'échange et comment il est mieux compris. Il faut comprendre sa politique commerciale, pas comme une doctrine, mais une méthode de négociation. Il applique sa même méthode dans tout ce qu'il fait, la même méthode qu'on a pu voir dans ses litiges jusqu'à la Cour suprême, où j'étais le procureur. Le problème pour le président, que cette stratégie rencontre toujours le même mur dans le monde du commerce qu'il a trouvé dans le monde juridique devant la Cour suprême, que ce soit la question des droits douaniers ou d'autres problèmes et autres rejets par le système juridique. Et les institutions, que ce soit les cours, ont compris comment mieux gérer Trump. En fait, c'est la négociation, sa stratégie de négociation réussit moins. Sa stratégie est toujours la même. Il faut essayer de faire le maximum. Il ne faut jamais renoncer. Et lorsque ça ne marche quand même pas, il faut quand même essayer de changer. Donc, la position des États-Unis, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que ces politiques donc, renforcent les États-Unis ou au contraire l'affaiblissent? Merci. I think the answer is both, but on two different... La réponse est oui, mais sur 2 horloges différentes pour Trump. Cela permet d'obtenir des négociations à court terme dont il parle tous les jours. Mais ce qu'il fait et qui est dangereux, c'est qu'il fait la conversion de pouvoir structurel en pouvoir épisodique. Là, je veux dire les accords ponctuels et le pouvoir structurel aux États-Unis se composent avec le pouvoir épisodique, qui sont ces négociations diminuent son pouvoir. Le commerce libre n'est pas mort, mais les États-Unis sont en train de dépenser tous ces actifs. Pour utiliser une analogie de procureur, vous pouvez gagner chaque motion dans une guerre commerciale, mais vous pouvez toujours quand même perdre le juré et vous allez perdre votre procès. Ma vision du commerce américain, et actuellement, ma vision pour l'avenir est positive. Nous devons comprendre et connaître et regarder l'histoire de l'homme qui est actuellement président des États-Unis pour mieux comprendre
quelle sera la politique commerciale à l'avenir. L'état de droit aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce qu'elles disent vraiment ces politiques? I think for those of us Je pense que pour ceux d'entre nous qui sont citoyens et des avocats, on regarde cela avec beaucoup de préoccupations. Et certainement, la Cour suprême n'a pas rejeté tous les arguments de Trump, mais le mandat de Trump va s'arrêter normalement dans 2 ans. Il sera un président qui n'aura pas le même pouvoir sur le Congrès pour pouvoir poursuivre les économiques politiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Ils ne veulent pas aller dans la prochaine élection en portant les bagages de Trump. Ils veulent aller dans les prochaines élections en portant leurs propres idées et peut-être aussi les idées de nouveaux dirigeants du Parti républicain. Donc, je pense que du point de vue juridique, je pense que les États-Unis est en sécurité. Je suis optimiste que les juges de la Cour suprême soient conservateurs. Non, l'institution va survivre. Premier tour de table, qu'est-ce qu'on peut dire finalement si on résume un peu les positions des uns et des autres, on voit que finalement peut-être l'Europe ne s'en sort pas si mal? Disons qu'elle s'en sort plutôt bien sur le plan technique et qu'elle réussit à améliorer sa trace stratégique dans le commerce mondial. Néanmoins, ça ne règle pas les problèmes structurels fondamentaux de notre continent, dans la mesure où, malheureusement, nous avons raté la nouvelle révolution industrielle de l'informatique qui se développe depuis une quarantaine d'années. Il n'y a pas de GAFAM européen. L'Europe produisait 20% des microprocesseurs mondiaux en 2000, on est tombé à 8. Il y a eu une tentative il y a 18 mois d'un commissaire européen de remonter la part de la production de microprocesseurs européens dans le monde à 12. Il y a quelques mois, le même commissaire européen a renoncé lui-même à cet objectif pour dire qu'on serait peut-être à 8,5-9. Donc, c'est ce qui a été évoqué dans d'autres sessions de ces rencontres. Le capital européen est massif, l'épargne européenne est massive, mais on n'arrive pas à l'investir dans la production industrielle, dans la production de nouvelles technologies. Et ce qui est intéressant malgré tout, si on relie ces insuffisances européennes au commerce, c'est que en approfondissant les relations commerciales avec le Mercosur, avec l'Inde, avec le Japon, avec d'autres pays, ça donne de la surface à l'Europe face aux États-Unis. On oublie presque que nous sommes la première puissance commerciale du monde, largement devant les États-Unis. Nous sommes derrière en PIB, en produit intérieur brut, mais nous sommes devant en commerce. Il reste néanmoins la trace de ce qui s'est passé en juillet de l'année dernière à Turnberry en Écosse. C'est que l'Europe s'est couchée et a accepté le diktat de Trump sur le commerce. Donc la question, évidemment, c'était une erreur stratégique vis-à-vis des États-Unis, parce que Trump était obsédé par le déficit sur les biens, goods, mais les États-Unis ont un énorme excédent vis-à-vis de l'Europe en services, en services. Et en 2025, le déficit sur l'ensemble des échanges de biens et services de l'Europe vis-à-vis des États-Unis n'était que de 20 milliards sur des échanges de 1700 milliards. Donc on est autour de 1%. Mais l'Europe n'a pas réussi à introduire dans la négociation avec les États-Unis les services. Donc on a accepté le diktat de Trump sur les biens, parce qu'il y a effectivement, pour faire simple, 150 milliards de déficit sur les biens et au détriment des États-Unis, mais 150 milliards d'excédents américains sur les services. On n'a pas réussi à intégrer les services dans la négociation. Et pour conclure, le reste du monde a vu qu'on s'était couché de manière assez monstrueuse, d'une certaine façon. Dans une table ronde précédente,
ce diktat, l'acceptation par l'Europe de ce diktat est assez incroyable. Et donc, les Chinois ont vu ça, les Russes ont vu ça, les Brésiliens ont vu ça, et donc ça rend beaucoup plus difficile pour l'Europe de négocier avec la Chine, parce que les Chinois disent, vous êtes couchés devant les Américains, on va vous obliger à vous coucher devant nous. Donc c'est une vraie interrogation pour les mois qui viennent. Est-ce que vous êtes d'accord avec justement ce que vient de nous dire Christian? Peut-être on peut commencer par nos speakers européens. Je ne sais pas si Miguel, vous voulez réagir par rapport à ce que nous dit Christian sur ce fait que est-ce que l'Europe maintenant a les voies, les moyens de s'en sortir? So we have to. Il faut penser en termes d'importance du bien public. Quel est le bien public le plus important? C'est la sécurité. Et la sécurité, on dépend énormément pour notre sécurité des États-Unis. Et comme Donald Tusk, l'ancien Premier ministre de Pologne, l'a dit, c'est presque inconcevable que 450 millions d'Européens aient à demander de l'aide à 230 millions d'Américains pour faire face à 160 millions de Russes qui ne sont même pas capables de vaincre 40 millions d'Ukrainiens. Donc c'est un peu paradoxal. Donc je pense que ça conduit à parler des investissements et aux obligations, les eurobonds. C'est un moment, c'est un très bon moment pour émettre des obligations européennes, des eurobonds. Parce que dire lundi, on va émettre des eurobonds au cours des 5 prochaines années, l'équivalent de 15% du PIB de l'Union européenne. 3% chaque année pour les prochaines 5 années. Émission de bons sur l'industrie, sur la technologie, sur la recherche et le développement, sur les biens publics européens. Donc, selon Draghi, on a besoin d'environ 5% du PIB. Donc, 3% serait public. Et si vous faites cela, le secteur privé va vraisemblablement abonder de 2%, peut-être mieux, plus sur ce projet. Et le moment est vraiment vital parce que pour le moment, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent quitter le dollar. Ils adoreraient investir dans les obligations européennes, les eurobonds, mais on n'est pas là. On n'en est pas là pour l'instant. Et à un certain point, avec la menace russe ou les autres menaces, ou le changement climatique par exemple, peut-être ça va nous conduire à faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire plus d'investissement dans les biens publics européens. Valerio Demolim. Que vous avez, vous, d'autres suggestions à nous faire pour l'avenir? Well, I'm totally in agreement with the Euro. Je suis totalement d'accord avec cette idée des eurobonds. On a plus de 10 trillions de cash d'épargne. On a 30 trillions de dollars d'actifs qui appartiennent d'investissement et d'investissement de famille dans les actifs américains. Je ne dis pas qu'on doit retirer tout cet argent, mais en n'appliquant que 2% de taxes, peut-être qu'ils vont retirer beaucoup de cet argent et s'assurer qu'ils peuvent investir dans la défense, dans l'espace, par exemple, les techniques spatiales et l'industrie européenne. Dans la santé, par exemple, on doit être fier de nos systèmes de santé partout en Europe, l'Italie, la France, l'Allemagne, partout, l'Espagne. On doit être fier de ces systèmes et on a les ressources qu'il faut pour faire face à la situation critique auquel nous sommes confrontés. Juan Carlos. Et vous, justement, évoluer les relations économiques internationales, quelles sont les voies du futur? On ne reviendra pas à la situation passée, c'est certain. Mais comment imaginer justement demain de nouvelles formes de négociations commerciales? Merci. Mais je ne crois pas qu'on va revenir au passé.
quel que soit le domaine, en économie par exemple, on va pas retourner au système qui a duré pendant 80 ans en termes de un peu d'inflation, un environnement prévisible, des gouvernements qui n'essaient pas de contrôler le commerce ou les activités économiques en général. Je pense que nous allons assister à un système économique futur où malheureusement nombre des concepts que le président Trump a insertés dans le débat public, que ce soit la sécurité nationale, la sécurité économique ou des concepts de cet ordre, vont être dupliqués par d'autres pays au point, en autant qu'ils le peuvent, des marchés avec des gros marchés, des ressources par exemple, je pense à la Chine, je pense au Brésil, je pense à l'Inde. Ils vont essayer de dupliquer ces mêmes politiques ou les appliquer chez eux dans leurs économies domestiques. Je ne sais pas si l'Europe va suivre ce chemin, mais pour les autres pays, les pays de taille moyenne, petits, le Mexique, le Canada, l'Australie et même l'Argentine ou le Costa Rica, il faut voir comment on va... ils vont s'insérer dans ces nouvelles conditions. Le monde va être également plus protectionniste, au moins pour quelques années avant qu'on arrive à un nouveau système. Donc, par contre, quel que soit le système que nous allons hériter, ça va être le résultat sur comment la Chine et les États-Unis solutionnent leurs problèmes. Parce que l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine aimeraient bien peser dans le débat. Et je pense qu'en fin de compte, au moins pour le commerce et l'économie, quelques systèmes ressortent de tout cela. Ça va être le résultat de comment la Chine et les États-Unis se mettent d'accord ou ne se mettent pas d'accord. Alors, dit Crébo-Rediker. Plus en arrière, même si Trump part, même s'il n'y a pas même voie politique, est-ce que vous avez le sentiment que les États-Unis ont été affaiblis finalement par cette politique ? Oui, je pense que la confiance est brisée, c'est la chose la plus difficile à réparer. Il y a eu beaucoup de dommages avec nos alliés très proches, donc je crois que ça va être difficile de revenir. Dans 2 ans, par exemple, vous allez le commerce qui coule de nouveau. Il va y avoir des reconfigurations des systèmes de commerce. Vous allez voir, justement, le problème de dépendance en termes d'armement, et ça vient de l'administration et de la Chine. Mais vous allez également voir des courses à l'armement, des chocs suite au choc chinois 2.0. Et ça frappe l'Union européenne de façon significative dans l'industrie automobile et dans la surcapacité exportée vers l'Europe. Et la Chine exporte des capacités, quelle que soit la position sur la chaîne de valeur, des biens de base et à des produits très technologiques. Et donc, ils couvrent toute la chaîne des valeurs. Et donc, ça fait partie de leur modèle. Ce n'est pas seulement les États-Unis et la Chine, c'est tous les pays qui font partie de l'économie mondiale. Bon, je ne crois pas qu'on revient vers le passé, mais je pense qu'il va y avoir un autre monde de l'autre côté après cette administration. Je pense que les États-Unis ont un narratif qui va se continuer. Par exemple, le dollar va rester dominant. Le vrai défi va venir certainement d'Europe. Donc, l'émission de dette. Moi, j'ai passé 20 ans comme banquière au niveau de la dette souveraine européenne avant d'aller à Washington. Et moi, je parle de la question des obligations européennes, des bonds, des eurobonds. Depuis longtemps, j'ai parlé à différents pays et Draghi, effectivement, écrivent là-dessus depuis des années, mais je vois qu'il y a finalement, certains pays mettent les freins. Surtout avec le COVID et l'Ukraine. J'espère que ça aille dans cette direction, mais je suis un peu sceptique pour le moment parce que j'ai vu cela de très près. Bon, le défi
principal, c'est lorsque la Chine a exercé ses contrôles sur les terres rares, par exemple, les aimants, par exemple. Et ce n'est pas seulement contre les États-Unis. Ils ont fait cela en 2010 contre le Japon pour des raisons géopolitiques sur la mer de Chine. Et lorsqu'ils ont lancé cela, c'était contre le monde. Donc, tout pays avancé sur le plan industriel, les entreprises qui faisaient partie de cette économie avancée vont être soumis. Ils vont être forcés à coopérer, à moins que vous ayez une position multilatérale, il n'y aura pas de choix finalement. Il va y avoir des domaines individuels où on va coopérer, quoique l'administration Trump pense du multilatéralisme. Question pour vous, Cyrus Vance, comment vous voyez justement l'avenir? Est-ce que les États-Unis, même question, sont affaiblis et comment envisager de reconstruire ces négociations commerciales pour le futur? America is a very divided country right now, politically. Actuellement, les États-Unis est un pays extrêmement divisé au niveau politique. C'est facile de regarder les États-Unis et de dire au niveau superficiel. C'est un pays qui a perdu sa majorité. Il ne sait pas où il va. Il y a plusieurs raisons qui justifient le fait que les gens regardent les États-Unis et prédisent des choses négatives. Très bien. Mais les États-Unis ont vécu des guerres mondiales, une guerre civile. C'est un pays qui lui-même a été mis au défi de façon beaucoup plus grave qu'actuellement. En tant qu'Américain, je pense que chaque pays a quelque chose de similaire à regarder vers l'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup de résilience et beaucoup de puissance et beaucoup de bon sens aux États-Unis. Concernant Trump, vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas diminuer votre positionnement. Si vous le faites, il va prendre cette concession, il va vous le rendre 100 fois. Je ne dis pas cela comme un analyste commercial, mais je dis cela comme quelqu'un qui comprend comment Trump exerce le pouvoir. Le pouvoir que vous avez, vous devez exercer votre pouvoir contre lui également. Oui, monsieur, je vois une main qui se lève. Monsieur aussi. On va vous apporter un micro. Oui. Super. Voilà, merci. Alors, monsieur, merci de vous présenter, si possible. C'est gentil, merci. In English or in French? En anglais ou en français? Ma question est pour Cyrus Vance. Je m'appelle Alex Soulou. Je travaille pour une entreprise française qui s'appelle FH. Ma question est, après l'administration Trump, une fois qu'il a fini, à votre avis, quelle sera la confiance des entreprises françaises par rapport à l'administration américaine? Merci pour la question. C'est une question très importante. Demain, les États-Unis vont fêter son 250e anniversaire. Et en même temps, nous fêtons cela avec toutes les personnes dans la salle, la relation spatiale entre l'Europe et les États-Unis, qui a toujours été notre alliance la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il va falloir vivre la période qui arrive avec les yeux ouverts. Ce ne sera pas facile. Mais je pense que ce soit au Parti démocratique et en tant que républicain, une fois que les républicains ont dépassé Trump et ont trouvé la force de ne pas agir de la même façon que Trump, là, on va avoir une période, je pense, ensuite, où il y aura une collégialité rationnelle, mais avec surtout beaucoup plus de respect. Une chose que nous avons perdue aux États-Unis avec sa façon de communiquer, c'est le respect pour la communauté mondiale dont nous faisons partie. Une main qui se levait, oui, monsieur, on va vous apporter le micro tout de suite. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis Gérard Blanc, professeur émérite à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille. En quelque sorte, je suis un régional de l'étape.
Je voulais poser une question, parce que j'entends depuis hier tout un discours sur le pouvoir de l'Europe, sur l'enthousiasme européen. Alors certes, l'Europe existe sur le plan économique, l'Europe existe sans doute sur le plan commercial, mais la question que je me pose, et je me la pose parce que je me rends bien compte des obstacles auxquels se heurte l'Europe. Le professeur Saint-Étienne faisait tout à l'heure référence à ce qui s'est passé en Écosse l'année dernière, à savoir que l'Europe s'est en quelque sorte couchée devant les États-Unis, enfin devant M. Trump, pour parler clair. Je me demande si, en fait, politiquement, l'Europe existe. Quand je regarde ce qui se passe au niveau du Parlement européen, au niveau du Conseil européen, les isanies qui existent en permanence, les blocages qui existent en permanence, le temps qu'il faut pour prendre des décisions, je ne suis pas étonné de voir que l'Europe, finalement, politiquement, a d'énormes difficultés à exister, ce qui expliquerait beaucoup de ces problèmes. Christian Saint-Étienne, peut-être? En fait, c'est une question qui oblige à revenir un peu en arrière dans l'histoire. C'est quelque chose qu'on ne rappelle pas souvent, on l'a évoqué indirectement ce matin, mais l'Europe a été faite par la France. Et quand on l'oublie, on fait une erreur colossale. En 1950, alors qu'on sortait à peine 5 ans après une guerre au cours de laquelle les nazis ont infligé des atrocités à l'ensemble de l'Europe, la France a tendu la main à l'Allemagne. On a dit les pays européens se sont unis. Non, 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 c'est la France qui a tendu la main à l'Allemagne pour essayer de surmonter les conséquences de la guerre. Donc l'Europe a été faite par la France. Et tant que la France, et je ne vais pas être très long, mais tant que la France a été influente en Europe, notamment parce qu'à partir de 1950, la France a connu les 30 glorieuses, on était à 4% de croissance, on avait en plus l'atout du général de Gaulle. Tant que la France est apparue comme puissante, elle a plutôt joué et mené ce qu'on pourrait appeler une politique européenne en Europe. La France n'était pas la première puissance européenne, c'était l'Allemagne, mais l'Allemagne laissait la France parler, pour faire simple, et quand la France et l'Allemagne se mettaient d'accord sur une évolution, elle était acceptable par les autres. C'est pas que la France et l'Allemagne dominaient les autres, mais quand une idée française, parce que c'était souvent des idées françaises, avait été moulinée par l'Allemagne, il n'y avait aucune raison que les Italiens, les Espagnols, quand ils sont entrés, disent non. Le problème, c'est qu'à force de se désindustrialiser depuis 25 ans, à force de laisser dériver nos finances publiques, le leadership en Europe est passé à l'Allemagne dans les 15 dernières années. Et la France est aujourd'hui, alors on a du mal à le dire ici, mais la France est extrêmement affaiblie sur le plan économique, stratégique et politique, en dépit des grands discours d'Emmanuel Macron. Et c'est l'Allemagne qui exerce le leadership en Europe. Alors le basculement de la France à l'Allemagne n'aurait pas posé un problème majeur si l'Allemagne avait mené elle-même une politique européenne en Europe. Ce problème, c'est que l'Allemagne mène une politique allemande en Europe et même mercantiliste. C'est l'Allemagne qui bloque depuis 10 ans toute réponse européenne à la Chine, parce que l'Allemagne vendait des voitures et des machines-outils à la Chine, et donc elle bloquait toutes les évolutions. Les États-Unis sous Biden, au passage, je pense, nos amis américains diront peut-être un mot là-dessus, Biden est sorti la tête basse de sa présidence. Je pense que sa présidence sera réévaluée dans le futur parce que c'est au cours de l'année 2022 que Biden a fait passer l'IRA et a fait passer un acte très important pour la reconstruction de la production de microprocesseurs aux États-Unis. Il était peut-être vieux et sénile, mais il a mené une politique stratégique extrêmement puissante et bénéfique aux États-Unis. Mais en 2022, Biden a mis 100% de droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Et Biden a dit, OK, on va faire la transition climatique, mais avec des
panneaux photovoltaïques américains, avec des éoliennes américaines et avec des voitures électriques américaines. Nous avons mis des réglementations de telle sorte que nous faisons aujourd'hui la transition climatique avec des voitures électriques chinoises, avec des panneaux photovoltaïques chinois et avec des éoliennes chinoises. Donc la question, par rapport à la remarque que vous faisiez, c'est que l'Allemagne mène une politique mercantiliste en Europe, la France est extrêmement affaiblie et ne peut pas s'y opposer. Et quand von der Leyen est allée en Écosse négocier avec Trump, elle avait ordre de l'Allemagne de trouver un accord, parce que l'Allemagne voulait continuer d'exporter ses bagnoles vers les États-Unis. Donc le problème central, c'est est-ce que l'Allemagne, qui aujourd'hui, depuis 18 mois, voit ses positions s'effriter en Chine, le déficit, l'Allemagne avait un excédent commercial avec la Chine, maintenant c'est un déficit. Donc la question, c'est à partir de quand, après avoir mené une politique mercantiliste vis-à-vis de la Chine, à partir de quand l'Allemagne va mener une politique européenne vis-à-vis de la Chine? Et là, peut-être que tous nos amis ont un mot à dire sur cette anticipation. Malheureusement, le temps est écoulé. Il nous reste 20 secondes si vous voulez faire une conclusion, Christian, peut-être, de la table ronde. En conclusion, simplement, ce qu'il ressort, c'est que, contrairement à ses grands discours, Trump a plutôt desservi les intérêts des États-Unis. Les États-Unis étaient le garant mondial d'un ordre américain construit par les États-Unis à partir de 1944. Trump s'est auto-convaincu que cet ordre international coûtait aux États-Unis, alors que cet ordre international donnait une puissance incroyable au dollar et à la position stratégique américaine dans le monde. En fait, tous les panélistes ont bien montré que les décisions de Trump ont plutôt affaibli les États-Unis que renforcé les États-Unis. La grande question, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe après Trump. Et pour conclure, nos panélistes ont essentiellement dit qu'on ne reviendra jamais à l'état antérieur, mais qu'on est dans un uncharted world, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les règles du futur. Et pour que l'Europe cesse de se prendre des gifles stratégiques vis-à-vis des États-Unis l'année dernière, vis-à-vis de la Chine actuellement, il va falloir qu'elle se mette au travail et que surtout la France commence à régler ses problèmes d'industrie et de finances publiques si on veut retrouver une capacité d'action réelle au niveau européen. Merci à vous pour votre participation et merci à tous nos intervenants. Merci de les applaudir.